C'est ici, dans l'enceinte du cloître des Récollets, qu'en 1971, Jean-Marie Pelt a théorisé l'écologie urbaine. Un demi-siècle plus tard, le botaniste serait heureux de voir le chemin parcouru par sa ville. Engagé de longue date dans la transition énergétique, Metz accueillera les 5 et 6 mai prochains le G7 des ministres de l'Environnement, une consécration que la ville souhaite partager avec ses habitants. Les G7 Tours sont des visites guidées de la ville à pied, à vélo ou en métis qui ont été mises en place pour emmener les Messins et tous les curieux à la découverte des hauts lieux de l'écologie messine. Ce samedi, c'est à pied que les 20 participants du G7 Tours ont parcouru 1,7 km pour observer l'environnement dans leur cadre de vie. Ils ont ainsi découvert un havre de biodiversité en plein cœur de ville. Depuis février, le Centre Saint-Jacques organise sur son forum des ateliers nature pour sensibiliser les enfants, mais pas seulement. On revégétalise, on laisse pousser les mauvaises herbes, on apprend à les utiliser, on fabrique des nichoirs, des réserves de biodiversité pour la petite faune locale. Et tout ça, c'est une source d'émerveillement, à la fois pour les enfants et puis aussi pour les parents. Avec 52 mètres carrés d'espace vert par habitant, Metz compte plus de 30 000 arbres, dont 90 sont remarquables. Pourquoi, par exemple, ce platane commun est-il remarquable ? Par son âge d'abord, il est centenaire. Au plus près de cette nature, la jeune génération prend conscience des enjeux environnementaux qui pèsent sur l'humanité, laissant craindre, selon l'ONU, 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Si on ne fait pas trop attention à la nature, on ne pourra plus avoir de fruits et de légumes. S'il n'y a plus la nature aussi, on n'aura plus d'eau et on ne pourra plus manger ni boire. Un enjeu humanitaire et géopolitique majeur qui devrait être évoqué lors des négociations internationales du G7 de l'environnement. S'ils ne sont pas conviés à ce sommet officiel, les citoyens pourront prendre part au débat écologique au sein du village associatif installé dans les jardins Jean-Marie Pelt les 3 et 4 mai. 2 marches altermondialistes y sont d'ores et déjà annoncées. Oh, il y a quelqu'un qui est blessé! Juste avant 18h samedi, une tempête dévaste le camp du Moulinet à Pont-Sainte-Marie. Bilan, plus de 80 victimes à prendre en charge. 140 bénévoles de la protection civile sont mobilisés. Pour ce premier exercice exceptionnel baptisé Tuela, les secouristes doivent mettre en pratique tout leur savoir-faire, qu'il soit technique ou de secours à la personne, de la blessure physique à l'écoute en passant par l'hébergement d'urgence. Alors la première étape, la plus importante, c'est vraiment le repérage des lieux et le tri. Donc s'apercevoir des différents chantiers, voir quelles sont les typologies de victimes et surtout de quels moyens ils vont avoir besoin. Et le deuxième gros obstacle, vous l'avez vu, c'est les arbres en travers de la route, ce qu'on peut rencontrer sur les tempêtes, qui ont dû être tronçonnés et dégagés pour pouvoir intervenir sur le reste des chantiers. Pour être parfaitement opérationnel, depuis 8h du matin, les bénévoles ont donc participé à plusieurs ateliers pour revoir ces différentes techniques. Secourisme, accueil des populations, mais aussi pompage ou tronçonnage. Les bénévoles viennent de 15 départements du Grand Quart Nord-Est. C'est dans le cas d'une tempête ou de fort vent où on a les arbres qui tombent sur la voie publique ou sur les routes. Et la mission qu'on a à ce moment-là, c'est de faire le dégagement des routes. Il faut qu'on soit apte à utiliser tous les matériels qu'il y a à bord des engins. Donc c'est vraiment important qu'ils soient là aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner sur ces matériels, mais aussi apprendre à se connaître et à travailler ensemble pour que demain, sur les grandes opérations, il puisse y avoir une fusion. Autre cas à gérer lors de cet exercice, la prise en charge d'une quarantaine de voyageurs dont le train a été immobilisé à cause de chutes d'arbres. La SNCF a mis à disposition une rame en garde 3 pour la simulation. Toutes ces situations sont réalisées en conditions réelles, sous l'œil d'observateurs. Ils s'en sortent plutôt très bien. On a eu dès le début de la découverte de cette zone d'activité un bon repérage des victimes qui est effectué, avec notamment une très bonne priorisation des urgences, ce qui a permis une prise en charge rapide des victimes qui nécessitaient des soins importants, et notamment également de sortir les victimes qui n'étaient pas blessées, qui pouvaient se déplacer par leurs propres moyens, afin d'être évacuées des lieux de l'exercice le plus rapidement possible. Au moment où on parle, tout se passe pour le mieux. On a des techniciens qui sont opérationnels, on a des victimes qui ont déjà été prises en charge et ça semble de bon augure pour le reste de la soirée qui va se terminer malgré tout la nuit tombée, ce qui me permettra aussi d'engager des moyens d'éclairage et de complexifier encore l'événement pour montrer toutes les compétences de la protection civile. Tout
Toutes les fausses victimes ont pu être prises en charge. L'évaluation des points forts et des marges de progression permettra aux bénévoles de la protection civile d'être encore plus performants à l'avenir. L'an prochain, un autre exercice de grande ampleur devrait être organisé dans le sud de la France. C'est bien connu dans la vie, il faut parfois savoir ramer pour soi ou les autres. Sportifs confirmés, amateurs ou simples curieux ont souqué ferme ce week-end sur ces ergomètres, machines simulant l'aviron indoor, au profit de l'association À travers le regard d'Émile, au sein du cercle nautique d'aviron de Gérardmer. 24 heures d'efforts cumulés aux abords du lac sous une météo capricieuse, et derrière ces kilomètres de rame, donc, un petit garçon, Émile, atteint de troubles autistiques. Le but, faire un maximum de kilomètres avec tous ces gens là qui sont super bien mobilisés. 1 kilomètre, 1 euro reversé à la sauce. C'est inédit dans le Grand Est en tout cas, c'est sûr. C'est la première fois qu'il y a un rassemblement comme ça sur 24 heures. Et notamment avec des équipes qui vont ramer pendant 24 heures sans que l'ergo s'arrête. Émile, que vous ne verrez pas dans ce reportage, c'est leur fils âgé de 3 ans et demi, diagnostiqué autiste il y a un peu moins de 2 ans. Un bouleversement dans la vie de ces jeunes parents qui n'ont pas baissé les bras, bien au contraire. Après des recherches, la solution est enfin là, une méthode d'apprentissage américaine dite D3I. La méthode D3I, c'est 3I pour interactive, individuelle et intensive. Interactive, c'est-à-dire que on a créé donc une salle de jeu à la maison et Émile joue avec un bénévole pendant 1h30. Émile a donc 70 amis à peu près. Les bénévoles d'Émile sont un peu ses clones, c'est-à-dire que si Émile fait du 4 pattes, le bénévole va faire du 4 pattes. Si Émile babille, le bénévole va babiller aussi. Et en fait, on lui fait comprendre en l'imitant que ce qu'il fait n'est pas bête. Il y a ces défis qui s'imposent à nous et il y a ceux que l'on s'impose. Dans ce registre, il est passé maître. L'ultra-trailer Stéphane Brognard n'a pas joué les petits bras et a réalisé près de 100 km en ergo pour la bonne cause et sa préparation dans l'optique de sa traversée de l'océan Pacifique à la rame en 2021. Il en a également profité pour présenter et mettre à l'eau celui qui sera son seul compagnon, son bateau. Vous avez passé votre première nuit dans le bateau, quelle sensation ? La sensation, elle est que, enfin, j'ai envie de dire, ça fait quand même une paire de mois maintenant qu'on prépare ça, qu'on anticipe, qu'on organise, qu'on l'on prévoit, que l'on fait des suppositions, que l'on installe, que l'on arme. Et là, on est à 3 semaines du premier défi, donc il va falloir maintenant y aller. Donc c'est bien beau de s'être entraîné tout l'hiver sur un rameur auprès du club d'aviron de Gérardmer qui m'a vraiment apporté les compétences techniques pour être capable de ramer. On ne devient pas un rameur comme ça. Prochain rendez-vous pour l'aventurier dès le 30 avril sur les eaux du lac Léman, dont il projette de faire le tour, soit environ 200 km en 3 jours. Après avoir écumé sa région comme indépendant, Bovin se lança parmi les ténors en 1950. Il allait se faire un nom après avoir été baptisé le Nouveau Robic. Son nom, c'est à la force de ses coups de pédale et de ses exploits qu'il se l'est forgé. Car Gilbert Bovin est bel et bien une légende du cyclisme. À 91 ans, son palmarès en ferait pâlir plus d'un aujourd'hui. Victorieux du Grand Prix de Cannes en 1954, des 2 premières étapes du Tour d'Espagne en 1955 ou encore du Grand Prix de Monaco en 1957. Mais ses plus beaux souvenirs, c'est sur les parcours du Tour de France qu'il va les vivre. Si son intérêt pour la grande boucle n'est plus aussi prégnant qu'à la grande époque, c'est parce que la compétition a bien évolué au fil des années. Ils peuvent rester au lit le matin. Nous, on avait le départ à 7h du matin. On faisait des étapes de 250 à 350 km. Alors là, il n'y a pas de comparaison. Voilà. Bon, le seul avantage qu'il y a, c'est que c'est un peu plus... Comment dirais-je, c'est plus nerveux, quoi. Ils roulent plus vite. Faut dire une chose, c'est que nous, à l'époque, on n'était que 120 au départ. Et on finissait, tellement que c'était dur, on finissait une 60aine. Une difficulté qui ne l'empêchera pas pour autant de briller. En 9 participations, il portera le très prestigieux maillot jaune à 4 reprises, s'adjugeant également 4 étapes durant sa carrière. Mais c'est bien en 1956 qu'il manquera de peu de remporter l'épreuve mythique, finissant à 1 minute 25 du vainqueur André Darrigade, sans pour autant éprouver le moindre regret. J'ai fait un beau parcours, j'ai réussi le métier, le sport que j'aimais. Maintenant, je suis toujours là, à plus de 91 passés.
J'ai la chance d'être à peu près en bonne santé, alors je suis heureux. Comptez sur lui pour suivre avec passion la 106e édition du Tour de France qui passera dans notre région cet été. Le 10 juillet prochain, il sera même au village départ de Saint-Dié. Une nouvelle occasion pour cette Bible vivante du Tour de France de partager ses souvenirs. Sur la terre des potiers, on s'affaire à quelques jours de Pâques. À Soufflenheim, Sylvie Marie prépare des moules que l'on ne rencontre nulle part ailleurs et mémoire de l'Emmele, ici, la méthode est artisanale. Les doigts de Sylvie façonnent les moules des futures pâtisseries Pascal, tout un art. La particularité du moule à l'Emmele, c'est qu'il faut le cuire des deux parties ensemble. Si on les cuit séparément, il y aura une déformation et lorsqu'on mettra la pâte peut couler entre les deux parties. Après avoir pressé la terre et soigné les traits du moule, il reste encore quelques étapes. Les 450 moutons produits par Sylvie, sa sœur et leurs salariés doivent être enduits d'un émail qui garantit l'étanchéité. Ici, le savoir-faire est transmis de génération en génération. La dernière étape sera la cuisson. Donc on cuit jusqu'à 1070 degrés. On mettra 12 heures à monter en température et 12 heures à retomber à une température ambiante. C'est un savoir-faire qui a été transmis par mes parents, donc, vu qu'on est la 4e génération. Il existe des moules métalliques ou en téfal, mais voilà. Moi je trouve qu'ils sont moins jolis et c'est un autre goût. Marie-Madeleine a elle aussi le goût de la transmission et des traditions. Dans sa cuisine à quelques centaines de mètres, elle apprend à ses 4 petits-enfants l'histoire du l'Emmele. Le l'Emmele remonte quand même au XVIe siècle. Donc c'était à l'époque, pendant le carême, les gens n'avaient pas le droit de manger des œufs. Donc ils ont stocké tous ces œufs et puis ils ont récupéré ces œufs à la fin et ils ont fait une pâte. Ils appelaient ça l'agneau de Dieu, donc le mouton de Pâques, l'agneau de Dieu. Et forcément, quand on est fille de boulanger-pâtissier, la recette est dans la tête. Pour un moule moyen, on prend 2 œufs. Sachant que pour chaque œuf que vous utilisez, il faut 30 g de sucre et 30 g de farine. Ce sont là tous les ingrédients pour la pâte à l'Emmele. Les petits-enfants regardent et écoutent avec attention leur grand-mère. La recette ancestrale n'a plus aucun secret pour eux. Ils ont bien retenu, il faut généreusement beurrer et fariner le moule. Une fois l'appareil mousseux, il faut tamiser la farine et aérer la pâte. Un tour au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Un peu de patience, c'est gare à celui qui brûlerait les étapes. Qui sait, un jour ces jeunes Alsaciens fabriqueront eux-mêmes ces pâtisseries de Pâques. Ce qui est certain, c'est que Louisa, Rosie, Eloane et Amanda ne vont pas en perdre une miette.